avec Bruno Rouvière de 8h à 9h sur La Première. Rebonjour, le jeudi Ligne Directe est consacré à l'emploi, à la formation. Aujourd'hui, dans ce numéro 61, nous nous intéressons aux nouveaux modes de formation en ligne. Je vous présente notre invité, Rim Mincer, chef de projet chez XLProg et responsable du labo XL. On va décrypter tout ça dans un instant. Je précise que vous êtes adhérent du MEDEF-NC. Bonjour Rim et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Bruno et merci pour votre invitation. Je vous souhaite la bienvenue dans ce studio. Alors déjà pour commencer, quand on dit nouveau mode de formation en ligne, de quoi parle-t-on exactement, Rim ? Alors, il faut déjà justifier en quoi nouveau mode de formation en ligne, ça se justifie parce que la formation en ligne, c'est pas nouveau en soi, c'est apparu à peu près en même temps que Internet. Ce qui est nouveau en réalité, c'est les technologies qu'on va associer au mode d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque la formation à distance est née, il y a eu un espèce de constat d'échec parce qu'en réalité, on s'est souvent contenté à l'heure d'émergence d'Internet de mettre sur un format numérique des cours qui étaient en papier. Donc on était chez soi et puis on trouvait génial en fait de pouvoir se former à la maison, en dehors des heures du travail, tranquillement devant son écran. Vous pensez notamment au CNED, au CNAM, à tous ces organismes de formation ? Pas spécialement en visant ces organismes, mais plutôt l'ère de ces premiers formats et l'état de la technologie à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens étaient satisfaits de pouvoir simplement faire de la formation à distance. Mais en termes de pédagogie, il y avait forcément un constat d'échec parce qu'il ne suffit pas de mettre un cours en format PDF pour le rendre attractif d'un point de vue numérique et du point de vue de l'apprentissage. Donc souvent, les personnes ne finissaient pas en fait les parcours de formation parce qu'ils se retrouvaient tout seuls devant leur écran et que la motivation au début, elle est au rendez-vous parce qu'on commence quelque chose de nouveau, etc. Et puis au fur et à mesure des exercices, des chapitres qui passent, on décroche. Et ce qui est nouveau avec les formats que je vais vous présenter ce matin, c'est qu'on va construire tout un dispositif autour de l'apprenant de manière à ce qu'il ne se sente jamais isolé, seul devant son écran, livré à lui-même. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et ce que j'aime beaucoup expliquer, c'est que digitaliser la formation, c'est pas retirer le formateur ou retirer l'humain, c'est le mettre au cœur du système de formation, au cœur du dispositif. C'est vraiment ça que j'aime dans mon métier. Et c'est ce qui me procure le plus de plaisir, y compris dans les sessions qui sont en cours. Je salue les sessions RGPD qui très probablement nous écoutent ce matin. Et je leur souhaite bon courage pour le module du jour. Ok, donc vous dites que ce qui vous intéresse finalement, c'est de pouvoir accompagner ceux qui sont en formation, donc à travers ces nouveaux modes de formation. Est-ce que c'est de la concurrence quelque part aux formateurs traditionnels, à ceux qui se déplacent dans les entreprises, à ceux qui sont au contact des employés, des ouvriers ? Alors à mon sens, pas du tout. C'est pas une offre qui vient cannibaliser l'offre existante sur le territoire. Elle est vraiment complémentaire. C'est un plus. Je vais vous donner une illustration très 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 concrète. On va parler rapidement du RGPD. On reviendra dessus peut-être plus tard dans l'émission. Oui, on a prévu d'y consacrer une partie importante. Elle le mérite. RGPD, on rappelle ce que c'est quand même. C'est le Règlement général pour la protection des données personnelles. Donc c'est une nouvelle réglementation européenne. Longtemps, on a pensé que la Calédonie serait épargnée. On n'est pas tout à fait l'UE. Et puis en fait, si ça s'applique, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est applicable au 1er juin 2019. Et donc, on se retrouve avec des centaines de sociétés qui doivent se former leur personnel d'ici le 1er juin. Ouais, c'est demain le 1er juin. C'est demain. Et donc, comme je vous disais, en quoi cette offre elle est complémentaire, c'est qu'on voit bien que mettre un dispositif en présentiel pour former toutes les sociétés calédoniennes sur des sessions qui sont des sessions de 10 personnes par formation d'ici le 1er juin, c'est techniquement impossible. Bien sûr. Le Lab XL, chez XL Programmation, est né un petit peu dans ce contexte avec la TGC, où on s'est retrouvé dans des délais extrêmement contraints à devoir former toutes nos entreprises utilisatrices à la mise en conformité de leur logiciel de facturation. Et on ne pouvait pas imaginer de former tous nos utilisateurs sur un autre format que le numérique. Et donc,
C'est la même problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui avec le RGPD. Et ces formations en ligne permettent d'assurer des formations, de le déployer sur tout le territoire pour pouvoir armer les entreprises à appréhender sereinement cette nouvelle réglementation. Alors, un petit mot sur XLProg, la société pour laquelle vous travaillez. Vous y travaillez depuis combien de temps ? Alors, depuis 2015. J'ai eu la chance de rejoindre cette équipe depuis 2015. Alors, pour vous présenter XL Programmation, on va commencer par son fondateur, Christian Letocard, qui est un pionnier de la programmation en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que ce monsieur, lorsqu'il a commencé à programmer l'informatique, les ordinateurs ne se commercialisaient pas sur le territoire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire à la Silicon Valley, mais dans un petit garage calédonien. Il a importé des pièces de métropole, il les a soudées dans son garage, et puis il a appris à programmer comme ça. C'est un véritable passionné, et donc c'est un plaisir pour tous les collaborateurs de l'entreprise, parce que ça vous change la vie de vous lever le matin et aller au bureau avec des personnes aussi animées en fait par leur métier. Et lorsqu'il a commencé à programmer, il a tout d'abord développé une solution de gestion de stock. Et ce qui s'est passé, c'est que les premières sociétés qu'il a équipées, à l'époque, il faut imaginer, on n'était pas à l'ère d'Internet, donc ils se déplaçaient dans les entreprises avec des disquettes, installer les programmes, etc. Une société, 2, 3, on commence à le connaître, on lui fait confiance. Et puis, ce qui est très intéressant avec l'évolution d'XL Programmation, c'est la corrélation qu'il y a avec le développement de ces entreprises utilisatrices. C'est-à-dire que les premières entreprises qu'il a équipées ont démarré leur activité. Et puis, petit à petit, ils ont eu besoin de nouveaux développements, de nouvelles fonctionnalités. On commence à avoir un bon carnet de clients, alors on veut les fidéliser, on veut un programme de fidélité, on développe un nouveau module. Et puis, de cette façon-là... De fil en aiguille. De fil en aiguille, on a élargi la gamme de solutions de gestion d'entreprise d'XL Programmation avec des solutions qui couvrent les métiers de la gestion de stock, de la facturation, de la comptabilité, de la gestion de paye. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une sorte de RP intégré qui va couvrir tous les métiers de l'entreprise. D'accord. Rappelez-nous ce qu'est une application, pour ceux qui alors, une application, ne seraient pas du tout au fait d'Internet et des applications. Une application, un logiciel, c'est tout simplement un programme informatique qui va permettre de répondre à une tâche. Donc, votre navigateur, votre tableur, ce sont des petits programmes qui vous permettent d'éditer un texte, de faire une recherche. Donc, une application, c'est un programme qui va répondre à un besoin spécifique. Il y a un autre mot que je ne comprends pas bien, c'est le e-learning. Alors, le format e-learning, parce que vous avez, c'est vrai, un vocabulaire un petit peu particulier, spécial, et même si on s'intéresse à l'informatique, à l'Internet et à tout ce genre de choses, on peut parfois être un peu dépassé. Le format e-learning. Alors le e-learning, en réalité, c'est tout bonnement de la formation en ligne. En fait, c'est des métiers, tout ce qui est nouveau, on a tendance à aller dans les anglicismes, et c'est vrai qu'il faut un peu lutter, moi j'essaie de lutter contre ces mêmes... Il y a une traduction en français ? C'est véritablement formation en ligne. Formation en ligne. C'est le simple fait d'avoir des dispositifs de formation qui soient accessibles en ligne via Internet. Alors, quelles sont les entreprises qui ont recours à vos services et quels sont leurs besoins en termes d'application ? Alors, ce sont des sociétés... Vous avez parlé de gestion, tout à fait, donc de solutions de gestion informatique, donc dans les métiers de la paye, de la comptabilité, de la gestion de stock, de la facturation. Nos entreprises ont des profils extrêmement variés, elles sont de dimensions très différentes également. L'avantage de nos solutions, c'est qu'elles sont vraiment conçues pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un bac plus 5 pour pouvoir utiliser nos applications. On sait lire l'écran, on sait les développer, parce que finalement, c'est le travail du développeur informatique de rendre des choses complexes visuellement pour l'utilisateur très simple. On a l'impression qu'en un clic, vous faites votre comptabilité. Oui. En fait, c'est du sur-mesure. Imaginons que j'ai une société, une entreprise, avec des besoins bien particuliers, puisque mon activité est particulière. Vous allez donc me proposer une application, une façon de gérer mon entreprise sur mesure. Alors, votre approche est très pertinente, elle est excellente, parce qu'en réalité, c'est vraiment dans cette démarche-là que nos clients viennent vers nous, avec le sentiment, la conviction intime que leurs besoins sont très spécifiques, qu'ils ont un métier très particulier. Et la réalité de notre métier, avec les 30 ans de recul qu'on a, c'est que toutes les entreprises ont les mêmes besoins. Et c'est compliqué d'expliquer ça, mais elles ont toutes les mêmes besoins. Elles ont le sentiment que c'est très spécifique, mais en réalité, lorsque vous voulez gérer une société, vous avez besoin de connaître l'état des créances de vos clients, vous avez besoin que vos factures soient payées, vous avez besoin de gérer vos stocks. Quand vous êtes en rupture, vous avez besoin de savoir à quel moment
moment vous devez relancer une commande pour ne jamais être en rupture sur le top 10 des meilleures ventes du magasin. Donc il y a des besoins comme ça qu'on peut lister, ça correspond aux fonctionnalités de notre logiciel qui sont vraiment récurrents, qui répondent aux besoins de toutes les entreprises. Et c'est la force de nos solutions, c'est que quelle que soit votre activité, quel que soit votre secteur, quelle que soit la dimension de votre entreprise, vous aurez des outils performants pour gérer au quotidien votre activité. Voyons à présent le LabXL. Donc c'est un laboratoire à l'intérieur de votre société, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle de l'intra-entrepreneurship, c'est-à-dire qu'on crée une entreprise dans l'entreprise. Ouais. Donc ce qui change pour moi, c'est que je passe de chef de projet à gérant. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour présenter le LabXL, je le présenterai un petit peu comme j'ai présenté XLProg, c'est-à-dire que XL Programmation, c'est une société calédonienne qui répond spécifiquement aux besoins des entreprises calédoniennes. On a parlé très brièvement tout à l'heure de la TGC. Vous avez sur le territoire tout un tas d'entreprises qui jusqu'à présent utilisaient des solutions de facturation en ligne, qui étaient parfois même gratuites, qui répondaient très bien à leurs besoins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors, lorsqu'on a évoqué la réforme fiscale TGC et que ces entreprises ont dû expliquer aux éditeurs qui sont parfois en métropole ou même ailleurs qu'il y a une nouvelle réglementation sur le territoire et que dorénavant, ils doivent afficher un prix hors taxe TTC avec des taux de 0, 0,25, 0,5, c'est-à-dire des taux assez inédits. Eh bien, pour ces éditeurs-là, la Nouvelle-Calédonie, c'est un tout petit marché. Et donc, ils ne vont pas faire de développement spécifique pour ces entreprises. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec la difficulté, en plus de devoir mettre en conformité tout notre parc de plus de 600 sociétés utilisatrices, on s'est retrouvé également à devoir répondre aux besoins de ces entreprises-là qui, jusqu'à présent, étaient sur des outils en dehors du territoire et qui ont pu mesurer l'importance d'avoir un acteur local, avec une personne au bout du fil lorsqu'il y a un problème. Et c'est vraiment la force de cette entreprise. C'est que c'est une entreprise calédonienne qui a développé des solutions spécifiquement pour répondre aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Le LabXL rentre dans la même philosophie. C'est-à-dire que des formations en ligne, vous en avez beaucoup. Mais l'avantage du LabXL, c'est qu'il est développé pour accompagner les nouveaux usages des Calédoniens. La formation en ligne, c'est pas quelque chose qui est immédiat pour tous les professionnels calédoniens. Ça demande un accompagnement et c'est ce qu'on fait au sein du lab. Le LabXL, il a été monté par étapes avec des projets pilotes. Il a fallu tester le marché, voir si les entreprises étaient prêtes à s'accaparer ces nouvelles technologies. Le tout premier projet qu'on a monté, c'était en partenariat avec le lycée du Grand Nouméa. Donc, curieux qu'on s'intéresse aux étudiants, mais l'objectif pour le lab, c'était de se rapprocher des professionnels de demain. Donc, on a monté un challenge, donc une piscine informatique. Donc, je traduis. La piscine informatique, c'est une session de codage intensif. Donc, en fait, on a rencontré le lycée en leur expliquant qu'on leur proposait un challenge. On s'est adressé au BTS SEO, donc c'est la seule filière sur le territoire qui forme des développeurs et des réseaux, des étudiants qui vont se former au réseau. Et l'idée, c'était de pouvoir leur proposer de monter un logiciel de A à Z. On se présente comme un client avec un cahier des charges, avec des fonctionnalités auxquelles doit répondre le logiciel, le tout en une semaine chrono. Alors, notre rôle ici, c'était justement de ne pas arriver avec le mode d'emploi, mais simplement des pistes de réflexion. Et ce qui était intéressant en termes de pédagogie, c'est le rôle qu'on a donné aux professeurs qui ont l'habitude d'avoir des questions auxquelles ils répondent et d'être un petit peu dans la salle le sachant, celui qu'on écoute. Et l'idée de ce projet, c'était de parler de classe inversée, de pédagogie 2.0, c'est-à-dire un univers dans lequel l'apprenant n'est pas simplement un consommateur de savoir, mais il est également acteur. On parlait tout à l'heure de l'échec de la formation à distance. C'est typiquement le schéma où vous étiez, donc, comme je disais, isolé face à votre écran. Ce qui est intéressant dans l'intérêt de la pédagogie 2.0, c'est qu'on va apprendre en faisant. On est dans l'apprentissage par la pratique. Et donc, lorsque vous avez un certain nombre de connaissances que vous avez cumulées sur une partie du cours qui est théorique, il y a un moment, il faut passer à la pratique. Et donc, ce challenge de développement de logiciels, il répondait à cette problématique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour pimenter le challenge, on a sélectionné 2 groupes de la première année qui sont venus challenger les deuxièmes années sur le même projet. Ce qui signifie concrètement, je le traduis pour les auditeurs, c'est qu'on avait dans ce challenge des étudiants à qui manquait 1 an de cours.
et qui, en une semaine, en travaillant non-stop, y compris en nocturne, ont réussi à rattraper les deuxièmes années et se sont retrouvés sur le podium final. Donc, pour un prof, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce qu'il faut beaucoup de maturité professionnelle pour être en mesure d'interroger ces pratiques pédagogiques et se rendre compte qu'effectivement, lorsqu'on est dans un cadre très strict comme l'éducation nationale, on a un programme à respecter. On sait que le rythme de ce programme, il va être très, très, très difficile à suivre pour certains élèves et il va être très, très lent pour d'autres. C'est-à-dire qu'on distille le savoir au compte-gouttes pour des étudiants qui peuvent en réalité assimiler beaucoup plus. Donc là, ça a été une expérience qui a révélé des talents. Nous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier les talents de demain. Donc, c'est clairement des étudiants qu'on va suivre dans leur parcours. On sait que certains sont aujourd'hui en métropole et on est toujours en contact avec eux. On espère clairement qu'ils rejoignent l'équipe d'Excel Programmation. Voilà, dans l'objectif de les récupérer. Tout à fait. Et on est aussi investi de cette mission. On a cette responsabilité de créer un lien entre l'entreprise et les professionnels de demain. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a lancé ce projet. On va faire une deuxième édition l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant donc dans ce nouveau mode d'apprentissage, c'est qu'on est donc dans le système de classe inversée. On va considérer que la partie théorique, on n'a pas besoin de la faire en salle de formation, en cours. Vous pouvez le faire chez vous, à votre rythme. Ce qui est intéressant lorsqu'on est ensemble dans une même salle, c'est de pouvoir créer des échanges. Parce que lorsque vous avez une nouvelle connaissance, le premier réflexe humain, c'est de pouvoir le confronter aux autres. Qu'est-ce que les autres en ont compris? Comment eux ont l'intention de l'exploiter, de l'utiliser concrètement? Et c'est par ces interactions-là qu'on va créer un nouveau contenu. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça peut faire 3, 4, 8, 10, 20, 100. Et ce dispositif-là, il est extrêmement enrichissant parce que même moi, en tant que conceptrice de contenu, à chaque session, je découvre un peu plus. Et pourtant, j'ai donné le même contenu à toutes mes sessions, mais on voit qu'en fonction des profils, j'ai un comptable, un marketeur, un commercial, le même contenu ne va pas être traduit de la même façon. Et lorsque je leur crée un espace dans lequel ils vont pouvoir échanger... Le contenu évolue. Le contenu est le même. Oui, mais le contenu évolue en fonction des gens qui assistent. C'est-à-dire que typiquement, la session que je saluais ce matin, qui a aujourd'hui accès au module 3 de sa formation RGPD, sur la plateforme, ils ont un espace de cours théorique. Ensuite, ils ont un espace de forum sur lequel ils vont pouvoir échanger sur le cours. Ensuite, ils ont un espace d'entraînement. Donc, ce sont des petits jeux interactifs. L'idée, c'est que je transpose les connaissances du cours de façon très, très ludique. Donc, on a un Jedi qui doit zigouiller des aliens et vous répondez vrai ou faux à un certain nombre de questions. Le contexte est extrêmement sérieux et très complexe. On parle du RGPD, c'est de la réglementation, c'est du droit. Mais on va les extraire de cet environnement-là pour leur permettre d'avoir accès à un contenu accessible, ludique. Et au-delà de cette partie d'entraînement, ils ont l'évaluation finale parce que c'est important de le rappeler. On a beau être dans de la gamification, dans quelque chose de très ludique, dans une plateforme conviviale, ça reste une formation. Et donc, il y a un moment, il faut évaluer aussi les connaissances. Et ce qui est en retour, c'est que le taux de réussite est excellent sur chacune des sessions, tout simplement parce qu'on a réuni les conditions pour permettre un apprentissage réellement de ces connaissances. En tout cas, vous avez une parfaite vision, une parfaite connaissance de votre fonction, de votre métier, et c'est assez impressionnant. Non, mais c'est vrai. Donc, on va parler maintenant du RGPD, puisqu'il nous reste 8 minutes à peu près pour l'évoquer. Donc, vous assurez en ce moment une formation RGPD, c'est le règlement général pour la protection des données, qui entre en vigueur prochainement. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera le 1er juin, donc c'est demain. Quelles sont les entreprises qui entrent dans le champ d'application du RGPD? Qui doit se former? Alors là, j'attire l'attention de nos auditeurs parce qu'en réalité, ça va concerner tout le monde. Ça vous concerne en tant que professionnel, ça vous concerne en tant que particulier. En tant que particulier, cette réglementation, elle est tout à fait positive. Elle va protéger nos données personnelles. Cette réglementation, elle a été initiée en Europe et c'est pas anodin si ça vient de l'Union européenne. C'est pour faire face aux géants du net. On est tous au courant de scandales Facebook, Google. On apprend tous les jours que nos données sont exploitées, vendues à des fins qu'on ne connaît même pas. Et donc, c'est important d'avoir une maîtrise sur nos données. Donc, cette réglementation, elle vient contraindre les entreprises à avoir une certaine éthique dans le traitement de nos données. Donc, d'un point de vue particulier, c'est extrêmement positif. Donc, de ne pas faire de l'argent avec des données qu'on leur donne gratuitement. Mais pas seulement. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est vraiment au cœur de ces problématique-là parce que hier, le poumon économique, c'était le pétrole ou l'or.
Demain, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises collectent de plus en plus de données. On sait qu'aujourd'hui, on appelle ça la big data. C'est de la matière première, donc. C'est de la matière première. Et dans un système où la grosse valeur ajoutée, c'est ces données, si jamais vous êtes producteur de ces données, on peut s'interroger sur la rémunération de ces contenus-là. Et peut-être qu'il y a des nouveaux systèmes à penser. Et en Europe, il y a un vrai courant de pensée d'universitaires, de data scientists qui réfléchit à des nouveaux modèles économiques. Parce que dans un monde où on remplace de plus en plus l'homme par la machine, la thématique c'est emploi et formation. Il y a la formation, mais il y a aussi l'emploi. Il y a beaucoup de métiers qui sont remis en question aujourd'hui. Hier, les métiers qui étaient remplacés par la technologie, c'était des métiers manuels, à faible qualification. Demain, on sait que les métiers intellectuels seront touchés. Vous êtes journaliste. Le monde, aujourd'hui, utilise des programmes informatiques, des petits robots pour rédiger certains contenus. Oui. Les gens ne le savent pas forcément, mais l'intelligence artificielle, elle a commencé en fait à s'initier dans l'économie. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir s'y préparer. Alors justement, quel est le contenu de ces formations au RGPD ? Alors, comment est-ce qu'on aborde les choses ? Le contenu de ce dispositif permet d'extraire l'essentiel des principes du RGPD. C'est quelque chose qu'on peut résumer en 8 règles d'or. Je peux citer par exemple la licéité du traitement. Lorsque vous collectez une donnée, vous devez vous assurer que vous avez le consentement de la personne. Typiquement, lorsque vous allez faire vos courses dans un magasin à Nouméa, si vous voulez avoir une carte de fidélité, on a l'habitude de remplir des formulaires standards avec une petite case précochée. Oui. Cette case précochée, elle devient illégale à partir du 1er juin 2019. Vous devez recueillir le consentement de la personne. Elle doit être volontaire, volontairement vous donner ces données. C'est tout un tas de pratiques qu'on ne soupçonne pas forcément comme dangereuses, mais qui vont devoir être revisitées dans les entreprises. Et donc cette formation, elle touche tous les salariés du secteur privé, public, tous les employeurs, les associations. En fait, on a beau regarder les plus petites lignes du texte de loi, on ne trouve pas d'organisme qui ne soit pas concerné par le RGPD. Le problème, c'est qu'un petit peu comme pour la TGC, on est dans des délais tellement contraints que les entreprises ne sont pas du tout informées. C'est ça, parce que là, vous venez nous dire le 1er juin, mais... C'est demain, voilà, et beaucoup de personnes ne sont pas au courant, tout à fait. Mais j'ai le souvenir pour nos outils de facturation pour la TGC, j'avais des entreprises qui me disaient « Mais nous, on est une toute petite entreprise, on n'est pas importateur, la TGC, c'est pour les gros importateurs. On est un peu dans la même problématique. Nous, on n'a pas de service informatique juridique. Le RGPD, ça ne nous concerne pas. Et en réalité, ça concerne tout le monde. Donc, j'invite les auditeurs à prendre connaissance de cette nouvelle réglementation. Alors, quelle est sa durée, la durée de ces formations ? On calcule en heures, en jours ? Comment on ça se calcule passe ? en heures. Ce qui est très intéressant sur le format e-learning, c'est qu'on va laisser à chaque professionnel le soin de gérer son temps. On estime à 5 heures la validation des modules. Mais en réalité, vous allez pouvoir gérer votre temps tout au long de la journée. Moi, en tant que tuteur pédagogique, le soir, je m'assure que chacun a validé le module du jour pour leur débloquer le lendemain le nouveau module. Donc, l'équipe qui est... Mais là, vous n'allez pas vous en sortir là, avec tous ces milliers de personnes à former. Par exemple, chez nous, on prend l'exemple de France Télévisions. Qui doit être formé ? Tout le monde ? Tout le monde, toutes les personnes, le texte explique toutes les personnes qui traitent de la donnée personnelle. C'est-à-dire que si vous avez accès à un fichier avec un nom, un prénom, une adresse mail ou un numéro de téléphone, c'est de la donnée personnelle. Si vous consultez, vous enregistrez, vous supprimez ces données, c'est du traitement. Et donc, vous devez être au minima sensibilisé, au mieux formé. Ouais. Et vous êtes les seuls à assurer cette formation ? Absolument pas, et heureusement. Alors, il y a des formations en présentiel. Je peux citer la CCI, qui a une très bonne formation avec un intervenant qui vient de Métropole pour dispenser. Le souci, c'est que c'est des sessions en présentiel avec des places limitées. Et comme je disais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir former tout le monde en présentiel. Et c'est là qu'il y a un intérêt à opter pour le e-learning. Et comme je vous le disais, on a conçu un dispositif qui est spécifique aux Calédoniens, c'est-à-dire que le dispositif qu'on a monté va permettre l'accompagnement des entreprises calédoniennes. Il n'y a pas une diapositive qui ne relève pas du territoire. En fait. Vous allez pouvoir former combien de personnes en simultané ? Plusieurs milliers ? Il y a pas de... La plateforme n'a pas de limitation. C'est ça, il n'y a pas de limitation. Le premier frein qu'on rencontre aujourd'hui, c'est plutôt un frein humain, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire expliquer que les personnes sont effectivement concernées, que les entreprises entrent dans le champ d'application du RGPD. Donc
aujourd'hui, on a une centaine de personnes déjà formées. On en a 280 qui vont arriver d'ici la fin mai et j'espère que les entrepreneurs, les personnes vont prendre conscience de ces nouvelles obligations et vont venir vers nous pour cette formation parce qu'à partir du 1er juin, elle n'est plus prise en charge par le FIAF. Voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est une formation totalement gratuite pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui travaillent et qui ont de la donnée. Alors là, il faut saluer la réactivité du FIAF qui a monté un dispositif. Le FIAF, qu'est-ce que c'est que le FIAF? Alors c'est le fonds, un fonds d'assurance formation qui est collégial, donc il est paritaire entre les organisations patronales et salariales et qui va accompagner toutes les entreprises calédoniennes dans leurs besoins de formation. Et devant cette nouvelle réglementation, ils ont monté un dispositif spécifique qui permet de former toutes les personnes concernées par le RGPD sans engager le moindre frais puisqu'il est à la charge du FIAF. Une dernière ou avant-dernière question. Dans ce RGPD, quels sont les nouveaux droits des Calédoniens et concernant leurs données personnelles et qu'est-ce qui va changer véritablement pour nous? Alors, les nouveaux droits qui sont inscrits dans la réglementation, c'est par exemple le droit à la portabilité, vous avez le droit à l'oubli. Ce sont des conditions qui permettent de sécuriser le traitement donc, des entreprises face à nos données. Aujourd'hui, vous recevez des newsletters qui ne sont pas forcément désirés. Oui. Vous informez la personne, la société que vous ne souhaitez plus recevoir. À partir du 1er juin, ce sera très compliqué pour elle de continuer à vous envoyer des newsletters. Oui, parce qu'auparavant, elle n'était pas obligée de nous écouter. Alors, auparavant, c'était déjà le cas en réalité parce que l'application était déjà en vigueur. En revanche, les sanctions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus dissuasives qu'à l'époque des simples droits liberté informatique. Ouais. Et pour les travailleurs, les sociétés qui ne se mettront pas en conformité, qu'est-ce qu'elles risquent? Alors là, c'est toujours le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'elles seront sereines jusqu'au jour où il y a un contrôle. Et le problème, c'est qu'on a l'avantage d'avoir une année de recul par rapport à la métropole, puisque c'est rentré en vigueur le 25 mai 2018 en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, les contrôles, ils sont générés lors d'une réclamation. C'est-à-dire que vous avez soit un concurrent qui veut vous créer des problèmes, soit un client qui est mécontent, qui signale à la CNIL qu'il vous a demandé de ne plus envoyer de newsletter et que vous continuez, vous êtes toujours dans la base de données de cette entreprise. Ça attire l'attention et c'est là qu'on risque le contrôle. D'accord. Et une amende et une amende qui peut aller jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial de la société. Ça peut aller très vite. C'est énorme. Oui. C'est très, très dissuasif et c'est volontairement dissuasif pour assurer la protection des données personnelles. On vous aurait bien gardé plus longtemps. Vous êtes très intéressante. Avec plaisir, on se retrouvera pour échanger. On va se retrouver, oui, c'est certain. D'autant que donc, ce règlement général sur la protection des données va rentrer en vigueur le 1er juin. Peut-être qu'il pourrait être intéressant de vous retrouver courant juin ou juillet pour faire un petit point, voir où on en est, comment les choses ont évolué, est-ce que tout le monde s'est mis en conformité ou pas. Oui, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Vous contribuez à sensibiliser les sociétés et les particuliers. Ouais, c'est nous qui vous remercions d'être venus ce matin. Merci Bruno. Rim Mincer, donc chef de projet chez XLProg et responsable du Lab XL. On parlait de protection des données ce matin et de ces nouveaux modes de formation en ligne.